Je vais vous parler de l'approche. On m'a demandé deux choses, l'évaluation et la rééducation. Alors tout d'un coup, je me suis dit, bah non, je vais vous parler finalement de l'approche en médecine physique et de réadaptation pédiatrique. Pourquoi un médecin de MPR pédiatrique auprès des patients SMA? Pour vous redonner la définition de qu'est-ce qu'est le médecin de MPR, quelle est sa mission, il s'occupe de coordonner et d'assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et incapacités. Donc on voit bien l'intérêt pour nos patients SMA de bénéficier d'un suivi ou d'une approche MPR. Alors, l'enfant a quelques spécificités, c'est ce qu'on appelle l'approche développementale. Un enfant, on peut le voir un peu comme un éventail. Les demandes de l'environnement vont grandir au fur et à mesure de sa vie et on va découvrir des déficiences, des difficultés qui finalement n'étaient pas visibles à la naissance. Et puis l'enfant est d'abord l'enfant de ses parents et donc on a cette spécificité de faire alliance, de s'accorder très précocement avec les familles, l'environnement et les facteurs personnels. Notre spécialité se fonde sur cette classification que j'espère vous connaissez tous, qui est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, qui n'est pas du tout qu'une classification pour les médecins MPR, hein, c'est une classification de la santé. Ici, un exemple pour une amyotrophie spinale, par exemple, le problème de santé qui est ici, c'est la maladie, l'amyotrophie spinale, qui entraîne une altération des fonctions et structures organiques. Alors, par exemple, une diminution des amplitudes, on parlait de rétraction, ou une diminution de force. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas comment fonctionne ce patient. Et ça, c'est plutôt les limitations d'activité. Est-ce qu'il a une limitation de mobilité? Est-ce qu'il a une limitation de préhension? Et encore, le plus important pour nous, médecins MPR, c'est les limitations, les restrictions de participation. Est-ce qu'il est à l'école avec ses copains? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il participe à la vie de la société comme ses pairs? Et on voit très bien l'influence des facteurs environnementaux et personnels. Quelle est ma famille? Où est-ce que j'habite? Dans quelle ville? Est-ce que mon appartement ou ma maison est accessible? Alors nos outils, c'est l'évaluation. Parce que pour bien mesurer l'effet de nos interventions sur ces domaines que sont l'activité et la participation, on a besoin d'évaluer. Et les deux autres outils que l'on a sont la rééducation, hein, on travaille sur la fonction, on essaye de récupérer des fonctions perdues, et la réadaptation qui sont de travailler le faire avec les déficiences, c'est-à-dire comment organiser la vie de la famille, la vie de l'enfant pour faire avec les déficiences. Alors cette approche MPR, on dit qu'elle est patient-centrée. Alors c'était déjà bien hein, de la faire patient-centrée. On va intégrer l'environnement du patient, favoriser l'engagement du patient et de sa famille dans la prise en soins, prendre en compte les objectifs définis, les objectifs signifiants pour le patient et sa famille. Toutes les familles sont uniques et singulières, elles ont toutes des objectifs de vie différents. Et puis surtout informer sur ce qui va aussi, pas informer uniquement sur ce qui ne va pas et ce qui ne sera pas possible. Et donc cette approche patient-centrée, eh ben, on a envie d'évoluer hein, vers cette approche qui nous vient du Canada, qui est plutôt sur le patient partenaire, patient ou famille partenaire, qui sont... Vous voyez ici, j'arrive plus à me retrouver. Ici, dans le schéma du milieu, le patient est au centre. Hein, tout le monde le regarde, tous les rééducateurs, tous les médecins le regardent et organisent la prise en charge autour de lui. Dans ce modèle du patient partenaire, il fait partie de la chaîne de professionnels et de personnes investies dans le suivi. Alors, évaluer, ça a toujours été une préoccupation des médecins MPR et c'est devenu de plus en plus une préoccupation à cause de l'arrivée des molécules innovantes et surtout du fait du petit effet qu'on observe maintenant avec ces molécules innovantes. On dit souvent, si on arrivait à faire marcher un Duchenne, on n'aurait pas besoin de faire des MFM. On aurait juste besoin de lui demander de se lever de son fauteuil et ça serait quand même assez facile de mesurer l'efficacité. Le problème, c'est qu'on a des petits effets. Donc, qui dit petits effets, dit nécessité d'outils précis, reproductibles. Et puis on a plusieurs orientations thérapeutiques avec maintenant l'arrivée du coût de la santé, enfin maintenant déjà depuis de nombreuses années, qui nous impose de comparer
à coût, efficacité identique, les orientations thérapeutiques les plus efficientes. Et puis aussi, toujours, comme je viens d'en parler, l'évolution de la relation médecin-malade qui fait qu'on ne s'intéresse plus qu'à des critères durs comme la mortalité, la fonction, la capacité vitale. Mais maintenant, on s'intéresse à des critères subjectifs qui sont la qualité de vie, le bien-être, la satisfaction des patients et des familles. Alors, l'évaluation motrice, c'est arrivé très tôt comme le critère principal majeur dans les essais thérapeutiques. La cible des traitements dans la myotrophie spinale a été le motoneurone. Et de ce fait, la fonction motrice est apparue comme un des critères assez pertinents, avec probablement la survie et la capacité vitale. Des échelles, on en a tout plein. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la comparaison des échelles parce que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La MFM, c'est pareil, c'est une échelle que vous connaissez tous. 32 items, elle mesure la fonction motrice. Je voulais insister sur ce schéma-là pour vous dire que cette échelle, qui était une échelle franco-française initialement, est de plus en plus utilisée au niveau international avec un nombre de publications qui grandit d'année en année et une utilisation comme critère d'évaluation dans les essais qui ne fait que s'accroître. Donc cette échelle, elle mesure 3 domaines de la fonction motrice, la station debout et les transferts, la motricité axiale et proximale et la motricité distale. Et puis on a une forme pour les enfants tout petits, de moins de 7 ans, qui est la MFM 20, qui permettent de les évaluer dès l'âge de 2 ans. Alors, on essaye d'avancer un peu sur cette MFM parce qu'on en a déjà parlé. Ces enfants, ils sont évalués, réévalués, ils sont fatigables, ils en ont un peu marre des évaluations, on peut le dire. Et donc, on essaye de favoriser l'engagement des patients dans l'évaluation. Et donc, on veut améliorer le vécu, la passation, la motivation, et puis rendre le patient un peu plus acteur durant la passation. Et ce, dès le plus jeune âge. Donc, on s'est lancé dans le développement d'un serious game dans cette population. Plusieurs équipes présentes ici participent à ce projet. On va essayer de rendre cette évaluation un peu plus ludique et pour favoriser l'engagement du patient. Ce que je voulais aussi vous montrer sur la MFM, peut-être que j'ai jamais beaucoup insisté là-dessus, c'est l'intérêt de ces courbes d'évolution et des pentes des courbes d'évolution. 2 points de MFM, c'est pas suffisant pour créer une pente. Pourtant, on dit souvent 2 points est suffisant pour créer une pente. Moi, je pense qu'il faut un minimum de 3 points parce que même si c'est une échelle qui a une bonne reproductibilité, on a des variations qui sont en lien avec la fatigue, avec le thérapeute, ce qui font que 2 évaluations ne sont pas suffisantes. Et on en revient à ce que Laurent Servet appelle toujours de single point tyrannie, c'est que le patient, il va venir un jour à l'hôpital, ce jour-là, on fait la MFM et c'est sur cette MFM-là, alors que ça se trouve, il a mal dormi, il lui est arrivé quelque chose la veille de cette évaluation, c'est sur cette MFM-là qu'on va baser notre efficacité. Ça semble pas suffisant et c'est pour ça qu'on encourage vraiment la réalisation de ces courbes qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'idées de l'évolution. Je vous ai mis 2-3 exemples d'un jeune là qui est sous risdiplam où on voit vraiment que vers l'âge de 10 ans, un type 3, il avait commencé cette dégradation de la marche assez classique. Moi, on avait commencé à prévoir une perte de marche aux environs de 15-16 ans pour ce jeune. On a pu le traiter par nusinersen pour pouvoir ensuite le faire entrer dans l'essai thérapeutique Joe Ilfish. Et finalement, il a pu bénéficier, vous voyez, de risdiplam à partir de ce point-là. Et on voit très bien qu'il y a une modification de la pente. On verra que ce jeune patient a eu aussi un programme d'activité physique et de kinésithérapie assez costaud pour accompagner ses progrès. Pareil, une courbe ici d'un patient de type 2 traité par nusinersen dès l'âge de 2 ans, on voit très bien une évolution, même si quand on ne fait pas vous voyez, quand on ne fait pas la pente, il y a des fois ça monte, il y a des fois ça descend, mais la pente globale reste positive.
Et puis aussi, alors ça c'est aussi de regarder l'orientation de cette pente. Souvent on se dit, allez, on va passer de il se dégrade à il se stabilise, ou mieux de la stabilité à l'accroissement. Peut-être qu'on peut aussi voir comment on agit sur la pente de dégradation. Ça, c'est une type 2 traitée par Risdiplam qui était vraiment sur la mauvaise pente, si je peux m'exprimer ainsi, et qui finalement, elle continue à se dégrader un petit peu, hein, mais avec une pente beaucoup moins aiguë de dégradation. Donc, on a un effet avec notre thérapeutique. Alors, le challenge du tout petit, c'est encore autre chose. Avant 2 ans, l'évaluation est quand même surtout basée sur l'observation de ces enfants. Et il faut obtenir leur participation, leur adhésion à l'évaluation. Et ce n'est pas chose facile, surtout chez les petits-enfants. Alors, je ne sais pas si ce ne sont pas très importantes celles-ci de vidéo, mais... Ah ouais. Et elles sont... Bon, mais je ne vais pas mettre des vidéos alors. Donc des évaluations qui sont difficiles, il faut engager l'enfant, il faut respecter son rythme, il faut un environnement adéquat, il faut du temps, enfin tout ce qui manque actuellement dans les services hospitaliers. Donc on s'engage un petit peu sur l'analyse automatisée du mouvement. Et l'équipe parisienne essaye de développer par les vidéos des captations des mouvements en vidéo et une quantification automatique des mouvements de ces bébés pour améliorer l'évaluation fonctionnelle. Donc réadaptation, rééducation, ça fait la réhabilitation associée à l'évaluation. C'est nos outils et nos outils, ils sont au service du patient pour qu'il ait la meilleure autonomie, la meilleure indépendance fonctionnelle. Vous savez la différence entre autonomie et indépendance fonctionnelle. L'autonomie, c'est dans la tête, hein, alors que l'indépendance fonctionnelle, c'est ce qu'on peut faire physiquement. C'est-à-dire qu'un patient quadriplégique peut avoir une parfaite autonomie alors qu'il reste dépendant d'une tierce personne ou de l'environnement. Donc notre but, nous, c'est la meilleure autonomie et l'indépendance fonctionnelle la plus élevée pour une participation optimale du patient dans la société. Donc on a travaillé sur, alors dans le PNDS, on a travaillé sur les programmes de rééducation et de réhabilitation chez l'enfant avec SMA. On a travaillé aussi au niveau européen, en particulier avec Susanna, sur des standards of care pour la prise en charge de la myotrophie spinale infantile de type 1 traitée. Et donc, les grands objectifs de cette réhabilitation chez l'enfant avec SMA sont de promouvoir la fonction, d'éviter l'apparition et l'aggravation des rétractions, de prévenir l'atrophie musculaire secondaire à l'atteinte neurogène en favorisant la mobilité, de respecter la fatigabilité, de respecter la limite de la non-douleur, promouvoir le confort et l'autonomie, éduquer le patient et sa famille pour promouvoir la participation du patient. Alors pour les patients non marchants, on va prévenir les déformations orthopédiques parce que ces rétractions peuvent interférer avec la fonction, les progrès possibles du patient. Je dis toujours aux patients qu'on doit lutter contre les déformations orthopédiques parce que les traitements ne permettront pas de récupérer ces déformations orthopédiques. Donc on devient encore plus agressif que l'on était avant sur la posture et sur l'entretien des amplitudes articulaires parce qu'un flessum de genou, un flessum de hanche, ça ne se récupère pas avec du Risdiplam ou du nusinersen. L'étirement sans douleur des principales articulations, sans oublier le tronc et les membres, bien sûr, les orthèses de membres et de tronc et les postures debout et couché. Je vous ai mis quelques exemples. L'installation en position assise, c'est vraiment notre fonds de commerce prioritaire. Hein. C'est vraiment l'objectif ultime d'un enfant, comme le disait le chirurgien, c'est d'être assis. Alors la verticalité dans le sens la position assise, le tronc au-dessus des fesses. On ne peut sortir de chez soi, on ne peut se déplacer en fauteuil roulant électrique que si on est assis. Donc c'est vraiment un objectif prioritaire pour nous. Alors on a différents moyens, bien sûr, il y a le corset garchois, on a été élevé au corset garchois.
Mais il y a aussi d'autres choses, hein, parce que le corset Guerchois, il n'existe qu'en France. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui existent dans d'autres pays pour installer ses enfants. Je pense au HeadPod, il y a des suspensions au niveau de la tête, il y a des sièges sur mesure qui sont faits. Enfin, il y a beaucoup de systèmes qui sont faits. L'objectif ultime, c'est de l'asseoir dans une situation confortable. Ce qu'il faut avoir aussi, un des messages de cette communication, c'est que même si un enfant tient assis, ça ne veut pas dire qu'il a un tonus suffisant au niveau du tronc pour maintenir une croissance harmonieuse de sa colonne. Donc encore plus aujourd'hui qu'hier, l'appareillage du tronc de ces enfants est capital. On n'a jamais mis un double corset à un enfant SMA avant l'arrivée des traitements. C'est depuis l'arrivée des traitements, quand on a vu l'évolution très précoce, hein, moi je pense qu'elles ont une vraie cinétique différente, ces scolioses. Vers l'âge de 4-5 ans, on arrive à une aggravation massive. Elles sont associées à des kyphoses, majeures. Eh bien, on peut être amené à ajouter d'autres types de corsets de posture nocturne. On fait beaucoup ça à Lyon, des corsets en hypercorrection qui n'appuient pas sur le tronc. Et en plus, comme les enfants sont ventilés la nuit, on est moins inquiet. Favoriser le renforcement musculaire et les progrès fonctionnels par le mouvement. Ça, c'est aussi un message très important. Il faut faire bouger ses patients. Il faut se débrouiller comme on peut, mais les faire bouger. Et là, j'ai quelques exemples. Je n'ose pas les mettre, pourtant elles sont magnifiques ces vidéos. C'est les mamans d'éclat qui me les ont données, mais elles sont très bruyantes. Attendez, je vais les aller. Donc, on trouve des systèmes pour faire bouger ces enfants. Voilà, vous allez tous les entendre. Vous voyez tout plein de systèmes qu'elles ont mis en place. Ah, j'y arrive pas, hein, à baisser le son. Vous entendez pas, c'est bon? Qu'elles ont mis, enfin je dis les mamans parce que j'ai eu contact avec les mamans, j'imagine que les papas sont impliqués aussi. C'est de la discrimination. Mais vous voyez, toutes ces idées pour faire bouger ces bébés, pour faire bouger ces nourrissons, pour leur donner l'envie du mouvement. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi la première chose que j'ai vue dans le traitement des amyotrophies spinales, c'est qu'ils se mettaient à bouger. Alors parfois, il n'y a pas de fonction associée, mais je me surprends à leur dire « mais arrête de bouger, j'arrive pas à t'examiner ». Chose quand même, l'hypomobilité, c'était quand même un symptôme hyper important de l'amyotrophie spinale. Ben, ils ne l'ont pas, ils bougent en permanence. Donc vraiment, il faut encourager ce mouvement et les familles ont beaucoup d'idées là-dessus. La kinésithérapie respiratoire, je passe. Et puis ça, c'est les approches complémentaires. Alors, on les a listées parce qu'elles existent dans la littérature. Les supports de bras, on en a parlé un petit peu. La balnéothérapie, bien sûr. L'ostéopathie, le taping. Je ne sais pas si vous connaissez, les médecins MPR connaissent un peu. Le taping, c'est ces petites bandes qu'on va fixer sur les articulations pour augmenter un peu le tonus. Il y a les massages, l'hypothérapie aussi est retrouvée dans la littérature. L'hypothérapie, c'est le cheval. L'utilisation du cheval pour la rééducation. Alors là, c'était plutôt pour les non-marchands. Maintenant, rapidement pour les marchands, je crois que les complications orthopédiques sont plus tardives. Susanna l'a dit, surtout aux environs de la perte de marche, scoliose, luxation de hanche. Moi, ce que je pourrais dire, c'est attention à la lourdeur des appareillages. Il faut vraiment être fonctionnel. Hein. Les compensations qu'ils mettent en place, par exemple, la marche sur la pointe des pieds, personnellement, ça ne me gêne pas énormément de les laisser marcher sur la pointe des pieds. Si vous essayez de trop les contraindre en leur mettant des attelles, non seulement c'est lourd, mais en plus on s'attaque à la compensation qui leur permet la fonction. L'activité physique, vraiment, vraiment important. Cette courbe de MFM, elle n'est pas uniquement avec le Risdiplam, hein. Elle est avec un coach sportif du sport 3 fois par semaine et effectivement un jeune qui a vraiment énormément progressé. Et le respect de la fatigue. Voilà, le respect de la fatigue, c'est probablement en respectant les consignes. Alors j'ai mis les consignes de Léonard Féasson, qui est un médecin qui s'intéresse beaucoup à la fatigue dans les maladies neuromusculaires de Saint-Étienne, qui donne quelques recommandations pour la pratique de l'activité physique dans les maladies neuromusculaires. Donc
C'est simple, sur des temps courts, réguliers dans la journée et réguliers dans la semaine, pardon. C'est mieux de faire un peu tous les jours qu'une grosse séance par semaine. Et puis, essayer d'être toujours sous-maximal. C'est-à-dire que dans la myotrophie spinale, comme dans les maladies neuromusculaires, on n'aime pas les efforts maximaux. Donc, on est dans de l'exercice aérobie et on essaye de ne pas atteindre le niveau maximum du fait du risque d'atteinte musculaire. Voilà, donc les conclusions. J'espère que vous êtes convaincus de l'intérêt des équipes de MPR pédiatrique, mais je sais que vous allez tous me dire, mais on n'en a pas partout en France. Mais en tout cas, quand vous en avez en France, n'hésitez pas à les solliciter, même s'ils n'ont pas l'expérience de ces pathologies, ils peuvent s'y mettre et rendre beaucoup de services. Favoriser l'engagement du patient, on en a parlé. Adapter la rééducation au niveau fonctionnel. Innover, tenter, tester. Ces patients, les nouveaux phénotypes arrivent, on ne les connaît pas. Alors, pour répondre à la maman qui voilà, là-haut, on ne les connaît pas, mais ça ne veut pas dire qu'on vous abandonne. On est là avec vous pour les suivre, pour voir les progrès, pour s'adapter, pour adapter les appareillages. Et puis pour vous orienter vers les spécialistes nécessaires, par exemple pour le suivi orthopédique. Et du coup, j'en profite pour finir sur cette diapo. Pour s'améliorer dans la connaissance de ces phénotypes, il faut qu'on puisse en discuter entre chirurgiens, médecins MPR, neuropédiatres, kinés, ergo, qu'on discute des cas ensemble pour progresser et pour mieux prendre en charge ces enfants, mieux les orienter et peut-être aboutir sur des recommandations un peu plus précises sur la prise en charge MPR de ces enfants. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Carole.